responding to this call today. You can realize that we did not want to invite more people than this because of, the sanitary condition the country and all the world is going through now. So we are not expecting more people than those who are already here. Let's proceed. And before we start, just stand up and sing our national anthem for the opening. Au Cameroun, 1, 2, 3, 4. Au Cameroun, soul of our Father, foolish ways will be our repose. It is a burden on this earth of earth, on the hills and valleys, on the dear Father, and the no tongue can tell. How can we ever pay the due? Never fails eternal love and peace will be to thy name ever true. Land of promise, land of glory, land of hope, our honest true. Thine the honor, thine devotion, and deep and forevermore. Merci beaucoup. Merci. Ok. Vous savez tous que nous sommes ici aujourd'hui pour, je dirais, désormais l'habituelle conférence de presse mensuelle donnée par le groupe de travail mis sur pied par Stand Up au Cameroun, qui est un regroupement d'associations de la société civile et des partis politiques militants pour les droits de l'homme. Ce groupe de travail qui est dirigé ou bien opérationnalisé sur le terrain par Un Monde à Venir. Comme vous le savez, ce groupe de travail s'est donné pour mission mensuellement de présenter un rapport de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Et depuis le mois de janvier, ils ont été réguliers dans ce travail. Chaque fois, un travail présenté avec des chiffres, des situations et conclu par des recommandations à l'attention et du gouvernement, de la société civile et de toute autre personne. Le travail du mois de mars a également été fait. Et comme d'habitude, comme vous le savez, ils ont tenu ce matin à sacrifier au rituel en présentant le rapport de ce qui aura été constaté sur le terrain. Vous savez que ce rapport inclut toutes les situations dans lesquelles on peut avoir affaire aux violations des droits de l'homme, que ce soit la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit la situation au nord Cameroun où Boko Haram continue de sévir, que ce soit la situation à la frontière est du pays avec des échauffourées, bien des conséquences que le pays subit du fait de l'instabilité politique en République centrafricaine. Voilà pour le cadre. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais passer la parole au coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, qui est l'opérationnalisateur du groupe de travail sur le terrain, pour qu'il présente brièvement ce groupe de travail, qui dit un mot là-dessus en quelque sorte. Qu'on avance. Et vers le floor.
été sur cette activité, parce que je dois signaler qu'il est en mouvement. Il est en mouvement et donc c'est un grand honneur pour nous de voir que vous avez tenu à vous arrêter pour suivre avec nous comment est-ce que nous nous battons pour partager avec les citoyens camerounais, avec les gouvernants du Cameroun, avec les amis du Cameroun, la situation sur les violations de l'homme et les violences dans l'ensemble du territoire camerounais. Donc, bienvenue, bienvenue aussi à d'autres invités, notamment à Tata ici, notre marraine, parce que c'est notre marraine sur tout ce qui est violation de l'homme, promotion de la démocratie. Merci Tata d'être venue ce matin encore soutenir cette action qui vise à garantir le bien-être des citoyens camerounais et même des amis du Cameroun. Donc, en rappel, Stand Up for Cameroun est une plateforme qui réunit à la fois des leaders des organisations associatives, des organisations politiques, des scientifiques, des universitaires. C'est un espace d'échange, de partage, de réflexion et d'action. C'est un mouvement qui s'est construit autour d'une idée, l'idée selon laquelle la situation actuelle de notre pays s'apparente à un guet-apens où il n'y a plus d'issue. Il faut s'arrêter absolument pour reconstruire l'ensemble de nos institutions. Et donc, après toute analyse faite, on est arrivé à la conclusion que la seule possibilité de repartir sur une bonne voie, c'est de mettre en place ce que nous appelons une transition politique, c'est-à-dire un moment où on va mettre à plat l'existant pour repenser, n'est-ce pas, la gouvernance, le système de gouvernance de notre pays. C'est tout le travail qui est fait au sein de Stand Up for Cameroun, qui essaye de collecter un certain nombre d'informations dans ce sens-là, de construire des actions de mobilisation et surtout de reconstruire ce que nous appelons la conscience citoyenne. Les Camerounais doivent savoir qu'ils doivent redevenir des citoyens, comme nous l'avons été dans les années 50 avec le Oumyonde et autres, qui avaient pris en main la destinée, n'est-ce pas, de notre pays. Alors, Stand Up for Cameroun, au-delà de cet objectif, n'est-ce pas, que nous poursuivons, s'occupe également de la vie des citoyens au quotidien, de la situation sociopolitique et économique et culturelle. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place un groupe de travail sur les droits de l'homme, ce qu'on a appelé Stand Up for Cameroun Human Rights Watch. Working Group. Donc, c'est un groupe qui, tous les mois, s'organise pour suivre, documenter et produire mensuellement des rapports sur les violences et les violations des droits de l'homme. Ce travail se fait par le tracking des réseaux sociaux, des plateformes des organisations de défense des droits de l'homme, la lecture des rapports produits par les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi par les dessins de terrain, n'est-ce pas, que nous faisons nous-mêmes, par nous-mêmes, pour suivre, n'est-ce pas, des cas, des multiples cas de violation des droits de l'homme qui sont vécus dans notre pays. Ce groupe de travail sur les droits de l'homme travaille en connexion avec d'autres organisations de défense des droits de l'homme, ce qui nous permet d'avoir un regard direct, sinon une vue, une connaissance de ce qui se passe sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun, à travers ces connexions-là avec d'autres organisations d'aspect civil. Au-delà des organisations d'aspect civil, nous avons également des connexions avec des chercheurs, avec des universitaires qui s'intéressent aux questions de droits de l'homme. Et donc,
c'est un mouvement qui se construit petit à petit sur l'ensemble du territoire pour que de manière quotidienne, nous puissions avoir l'effet sur les violences et sur les violations des droits de l'homme dans notre pays. Et donc, depuis le mois de décembre, nous avons structuré ce groupe de travail-là et il faut dire, grâce au soutien des partenaires du Cameroun, les amis du Cameroun, comme le Haut-Commissariat du Canada, d'autres partenaires également, nous avons mis en place une équipe qui travaille et nous avons décidé de rendre public mensuellement ce travail-là. L'idée, en fait, c'est de faire prendre conscience aux Camerounais à travers les médias qui ont un impact important dans la conscience des populations de la vérité et de la réalité des faits concernant les droits de l'homme au Cameroun. Nous sommes partis d'un constat. Nous avons ici, je me réjouis qu'il y ait des journalistes ici qui animent des plateaux, des discussions, des grands plateaux du dimanche, bien quotidien, le matin. Nous sommes partis d'un constat. Il se trouve que des fois, vous avez des discussions sur des plateaux de télévision et de radio où vous avez des universitaires, des responsables, des leaders d'opinion qui soutiennent que le Cameroun est un état de droit où on respecte les droits de l'homme. Et vous avez des communicateurs ou des journalistes qui ne sont pas toujours en capacité de leur dire que ça n'est pas vrai avec des arguments. Et donc ça passe comme ça. Et donc les gens qui regardent et écoutent retiennent qu'il y a un monsieur, enseignant d'université, quand même c'est un référent, qui a dit à la télé que comment on fait les droits de l'homme. Pourquoi Philippe Nanga, emmerdeur de la société civile, va dire le contraire? Non. C'est un gars souvent recteur d'université, vous dit que ça se passe bien, ce n'est pas un petit responsable d'association qui viendra dire le contraire. Encore moins un homme politique qui veut prendre le pouvoir, c'est normal qu'il dise que ça se passe mal alors que ça se passe bien. Donc là, il y a cette confusion dans les esprits, n'est-ce pas, des citoyens. Et là, on se dit, il y a un problème. Pire qu'un problème, il y a un danger. Il y a un danger parce que, avec ça, on ne va jamais arriver à l'objectif d'une transition politique par la mobilisation citoyenne. Parce que les gens ne sont pas au fait de la réalité. Et si vous dites aux gens, écoutez, c'est pas normal qu'on tue des gens au nord-ouest ou au sud-ouest, il faut peut-être marcher pour demander simplement qu'on arrête de tuer. Et vous dites, écoutez, nous on entend chaque fois à la télé qu'il faut avoir une autorisation pour marcher. Non, on ne va pas y aller. En plus, il y a déjà des milliers de personnes qu'on a arrêtées qui ont essayé de marcher, et voilà. Donc, tout le monde crève. Non seulement crève, mais pense même qu'il ne faut pas marcher, on n'a pas le droit de marcher. Donc, avec ça, c'est avéré important de travailler à nouveau pour que les citoyens soient informés de leurs droits. Et c'est pour ça que nous avons pris cet engagement qui n'est pas une petite affaire. Je peux vous garantir qu'on travaille jour et nuit pour que tous les mois, il soit produit un rapport. Je me souviens que le premier rapport présenté ici en janvier, les journalistes nous ont posé la question. Quand on leur a dit que ce sera mensuel, ils nous ont dit, vous êtes sûr que vous allez pouvoir tenir tous les mois, nous produire un rapport? On a dit, on va tenir. Nous allons nous battre pour tenir. Et là, nous sommes au troisième rapport, et nous pensons que nous allons tenir. Ce n'est pas évident, mais nous allons tenir parce que pour boucler le rapport, ce sont des nuits blanchies. Mais pour nous, c'est important que les Camerounais soient au courant de ce qui se passe autour d'eux. Et que surtout les journalistes, les médias qui animent des plateaux de télévision soient en capacité de confondre des gens qui viennent vous dire que ça se passe bien alors que nous sommes dans le pire. C'est ce travail qui a été fait une
fois encore ce mois de mars, où le groupe de travail, n'est-ce pas, s'est attelé à collecter des informations sur la trame du territoire national. Et donc, nous sommes encore arrivés à un constat, comme les mois précédents, que la situation, malheureusement, ne s'améliore pas. Nous avons une fois encore collecté des cas d'arrestation, de détention, de disparition, de torture, de menaces et des intimidations. Nous avons une fois encore collecté des cas d'incendie, d'explosion. Nous avons une fois encore collecté des cas d'éviction forcée. Et donc, nous avons constaté une augmentation, n'est-ce pas, des cas. Vous allez le voir par la suite dans la présentation que vous êtes déroulée. Il y a des augmentations dans certains cas, il y a une légère diminution dans d'autres cas, mais globalement, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Et donc, nous avons suivi, n'est-ce pas, ce mois dans un contexte où Boko Haram continue de sévir dans le Grand Nord. Et l'observation que nous faisons, c'est que notre gouvernement a beau avoir la volonté, mais il semble ne pas disposer des moyens pour contenir, n'est-ce pas, les attaques de cette secte islamiste. Encore, notre gouvernement semble ne pas toujours disposer des moyens pour protéger les citoyens face à cette secte-là islamiste. Nous avons également observé les situations, n'est-ce pas, le contexte dans lequel la région de l'Adamawa se trouve, une région qui connaît beaucoup de problèmes entre justement Boko Haram et l'Est. Le contexte, c'est aussi justement la région de l'Est, où le conflit armé dans le pays voisin continue à affecter les populations de cette zone-là. Nous avons travaillé dans un contexte où les populations du nord-ouest et du sud-ouest continuent de souffrir le martyre dans un conflit qui s'enlise. On a vu la recrudescence encore des réfugiés et des déplacés qui ne cessent, n'est-ce pas, de s'aggraver. Un conflit dont l'objectif du gouvernement désormais semble être, non pas de résoudre le problème de fond qui a été posé il y a plus de 4 ans maintenant, mais d'obtenir une paix, j'allais dire une apparence de paix, pour faire croire à l'opinion que le problème a été réglé. Et notre grande crainte est là, parce que nous entendons souvent, justement dans les médias, les gens nous disent « Ah, ce mois-ci, il n'y a pas eu de morts dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. » Autrement dit, comme il n'y a pas eu de morts, ça va, la situation s'améliore. Non, messieurs les journalistes, le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest est né sur la base d'un certain nombre de problèmes essentiellement politiques et dont la réponse ne pourrait être militaire ou policière. Ce sont des réponses politiques qui sont attendues pour trouver une solution durable à la crise qui sévit depuis bientôt 5 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà le contexte dans lequel le groupe de travail s'est déployé une fois encore pour rendre public ce dont vous allez recevoir tout à l'heure, et dont nous espérons que vous allez diffuser, n'est-ce pas, et surtout pouvoir défendre des positions conformes à la réalité dans notre pays. Je vous remercie. Merci Philippe. Sans plus attendre, on va passer immédiatement à la présentation des données des faits. Des éléments qui viennent appuyer
comme tous les mois, Philippe le disait tout à l'heure, nous sommes donnés la tête à on écrit toutes les informations dans le cadre de la situation des droits de l'homme au Cameroun pour le mois de mars. Avant de commencer, je tiens d'avoir précisé que le groupe de travail utilise des méthodes pour collecter ces informations sur le terrain, à travers le monitoring média, et aussi à travers les informations que nous collectons sur le terrain dans les différentes régions, grâce à nos sources qui se trouvent sur le terrain. Et donc, ce qui vous sera présenté aujourd'hui, c'est non négocié. Donc, il y a des morts qui sont assez silencieuses que nous n'avons pas de ici. Mais nous allons vous présenter un aperçu global des cas survenus en mars 2021. Et dans les violations des droits de l'homme, nous les avons répertoriées en plusieurs rubriques, dans les décès, les incendies, les explosions, les kidnappings, les disparitions. Et donc, pour le compte des décès que nous avons répertoriés sur le cas de mars, nous avons enregistré 33 cas, dont 100 personnes ont perdu la vie. 11 cas dans la crise anglophone, donc 39 personnes qui ont perdu la vie. Dans le cadre de Boko Haram, nous avons répertorié 22 cas et donc 70 personnes que nous avons perdues. Nous avons aussi identifié les cas d'incendie, malheureusement pour le mois de mars, qui n'était pas assez nombreux contrairement au mois de septembre. Et nous avons pu avoir un cas, donc un mort, et un autre cas dans la crise anglophone qui s'est liée actuellement. Nous avons eu des cas d'explosion, dont nous avons eu au total 3 cas, dont 2 cas dans le nord-ouest et le sud-ouest qui a fait un mort, et un cas dans le cadre de la crise de Boko Haram qui a aussi fait un mort. Nous avons identifié les cas de kidnapping. Pour le mois de mars, nous avons identifié 3, dont un dans le cas de la crise anglophone et 2 autres dans le cas de la crise de Boko Haram. Nous avons identifié d'autres violations des droits de l'homme telles que les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, que nous avons dû simplifier en nombre de 21 pour l'ensemble de tout ce que nous avons identifié pour le compte du mois de mars. Comme je disais tout à l'heure, cette liste est non exhaustive parce que nous avons des cas que nous savons tous qui sont très silencieux dans les régions actuellement que c'est beaucoup de violences. Donc, ça sont les données sur l'évolution de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Chaque mois, vous avez droit des graphiques et des chiffres dans le cas des décès, des kidnappings et autres. Donc, à chaque fois que nous évoluons dans le cadre d'un mois, nous essayons de comparer entre le mois précédent et ceux d'aujourd'hui, et celui d'aujourd'hui. Comment est-ce que la situation évolue? Donc, au mois de janvier, nous avons enregistré au moins 59 cas de décès. En février, nous en avons eu 43. Et pour le compte du mois de mars, nous avons enregistré au moins 100. Donc, on se fait bien comprendre de dire que la situation est de plus en plus dégradante dans le cadre des décès enregistrés. Dans le cadre de la crise anglophone, nous avons enregistré 32 cas en janvier et 27 dans la crise de Boko Haram. En février, nous avons enregistré 28 pour le cas de la crise anglophone et 15 dans le cas de la crise de Boko Haram. Pour le mois de mars, nous en avons enregistré 39 dans le cas de la crise anglophone et 61 dans le cas de la crise de Boko Haram. Pour les kidnappings, la courbe est assez ascendante pour ce mois parce qu'en janvier, nous avons enregistré 13 cas, au moins 13 cas. En février, nous avons enregistré au moins 16. Mais pour le mois de mars, nous avons répertorié 4 personnes qui ont été kidnappées. Donc, pour le mois de février, nous avons répertorié 5 cas de kidnapping dans le cas de la crise anglophone et 11 dans le cas de la crise de Boko Haram. En mars, nous avons enregistré juste un cas de kidnapping dans le cas de la crise anglophone et 3 dans le cas de Boko Haram qui seront présentés tout à l'heure. Dans le cas des incendies et des explosions, nous avons identifié 4 cas dans le cas de la crise anglophone. Et pour le mois de mars, nous avons aussi enregistré 4. Donc, ça, c'est le graphique que nous
graphique que nous avons pu présenter pour essayer de vous faire comprendre de façon plus facile l'évolution de la situation pour le mois de mars. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre rapport est utilisé en plusieurs rubriques. Donc, les droits civils et les violations des droits civils et politiques dans les régions incluses des autres régions, c'est les lois que je vais vous les présenter, et les autres suivants avec la deuxième partie. Dans les droits civils et politiques, nous avons recensé les cas de violation du droit à la vie dans le cadre du conflit armé, les cas d'enlèvement, les cas de de torture, traitement privé humain indépendant, les cas de détention et d'arrestation arbitraire, les cas de liberté d'expression, de réunion de manifestation, et les cas de violence sexuelle liés au conflit. Malheureusement, tous ces cas ne seront pas présentés ici, mais vous aurez le rapport, soit pour les journalistes et pour les dossiers, où vous pourrez retrouver tous les cas que nous avons pu collecter, qui sont en dessous. Et je vais vous en citer quelques. Les cas d'incendie, nous avons répertorié dans le département dans la région du Nord-Ouest. Lors d'une descente pour apporter les forces armées camerounaises aurait incendié la case de passage du centre hospitalier Life à Bundach, appartenant au Cameroun Baptist Foundation. Ça, c'est un cas d'incendie que nous avons situé pour le compte de ce mois. Le 26 mars 2022, on a tous été informés grâce à plusieurs sources de l'incident qui est survenu à Bongué, dans la région dans le département de la Ménite, dans la région du Sud-Ouest, qui aurait tué une vingtaine de personnes lors d'un affrontement avec les groupes armés. Malheureusement, le Minides a fait une sortie le 29 mars qui concrétisait cette information. Et dans leur communiqué, ils faisaient plutôt le cas de 2 Zanzaniens qui ont été tués. Mais je crois que les enquêtes continuent par rapport à ça. Le 22 mars 2021, dans le village de Makoye, dans l'arrondissement de Youtube, les groupes armés ont attaqué 2 véhicules de militaires en Europe et au moins un soldat aurait été tué et plusieurs blessés enregistrés. Dans les cas de tuerie, nous avons eu une femme enceinte d'une trentaine d'années qui, dans la région de l'extrême nord, à Kawan-Mafa, le département de Mayo-Sanaga, a perdu la vie alors qu'elle marchait sur une ligne terrestre sans le savoir. Malheureusement, elle était accompagnée de 3 autres de ses amis. C'est elle seule qui a perdu la vie. Toujours le 22 mars à Bakoye, les combattants soutenu auraient attaqué 2 véhicules de militaires et au moins un soldat aurait perdu la vie dans cette affrontement-là. Les cas de tuerie, nous en avons enregistré plus que d'autres, que les cas de d'autres groupes, dans les incendies et les raisons pour laquelle on va vous présenter plus de cas de tuerie dans ce rapport. Le 20 mars, dans la commune de Fotopol, 2 soldats camerounais tués par Boko Haram à la frontière avec le Nigeria, dont 2 éléments du régiment d'artillerie. Et toujours le 2 mars, on a assisté à un nouvel affrontement entre les éléments de Wofo et les agriculteurs de la commune, qui a causé 6 morts. Et cette situation de violence sévit beaucoup de ce côté-là. On note également quelle est la source de plusieurs déplacements des habitants de cette région pour le Nigeria. Dans les cas de violence, nous avons eu l'information grâce à une de nos côtés du Sud-Ouest qu'un policier aurait été poignardé et son arme emportée par les garçons dans une voiture alors qu'il effectuait un contrôle normal devant le sujet. Toujours dans les cas de violence, nous avons été informés, je crois que tout le monde a été informé de ce cas, de la jeune Judikaël Sangué, qui a été conduite à la police judiciaire à partir du 12 mars 2020. À la suite d'une altercation avec son camarade, tous 2 sont élèves au CVN de P41, c'est dans le problème de l'enseignement de voilà. Et donc, son camarade lui aura commandé de lui faire le ciseau dans le cœur. Son camarade va rendre l'âme, la frère conduit à l'hôpital. Mais malheureusement, Judikaël s'arrêtera conduite à péché et sera aussi victime d'une détention affective qui mettra plus de temps que prévu. Le 2 mars 2021, les forces de maintien de l'ordre ont fait usage de bombes lacrymogènes
ils n'avaient pas tout leur papier. Malheureusement, la délégation départementale des transports a été descendue sur le terrain presque toutes les semaines pour vérifier si la moto sont avec eux tous leurs documents. Malheureusement, cette fureur et cette pression a créé une altercation. Et nous avons eu vent de ces mototaximens que malheureusement, les cartes d'identité qui font problème actuellement pour leur sortie est la cause principale qui ne peuvent avoir actuellement tous leurs documents, dont le permis de conduire, l'assurance, etc. Dans le cas de kidnapping, nous avons recensé le cas de Famille Kouni Haïti, qui s'est déroulé le 13 mars 2021. Et la journaliste de la série Information Sud-Ouest, qui a été kidnappée le samedi 13 mars à son domicile par des hommes armés. Et elle a été libérée le lendemain grâce à une rançon qui avait été donnée des chasseurs. Le 13 mars 2021, deux personnes ont été enlevées par les combattants pour en armes. Selon les témoignages des personnes, les combattants auraient donné l'ultimatum aux riverains qui ne souhaitaient voir personne dans les champs, alors que les paysans sont en pleine récolte pour le temps de l'année 2021. Encore un cas de kidnapping, ce sont les membres d'un groupe armé non étatique qui ont envahi le domicile d'un certain M. Mar. Et ce groupe armé aurait tiré sur sa jeune fille de 13 ans. Malheureusement, le papa de la fillette, M. Mar, aurait été enlevé sous les menaces de mort. La fille aurait été changée, aurait été portée à l'hôpital pour l'instant. Donc, au vu de toutes ces situations et toutes ces violations qu'on a identifiées, on a voulu rappeler qu'il y a des instruments internationaux qui recadrent et qui réitèrent au gouvernement camerounais qu'il y a des instruments qui protègent la liberté des personnes camerounaises. Donc, nous avons identifié quelques cas. Donc, la Charte africaine de la jeunesse, qui a été ratifiée en 1989 par le Cameroun, et qui, à travers son article 4, réitère que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples du 1948, qui rappelle qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie de l'État. On retrouve cet élément dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons aussi prévu de présenter plusieurs autres instruments dans le cadre international de la ratifié le 2 juin 1954, le protocole et la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. C'est vrai que ce mois, nous n'avons pas recensé les violences basées sur les gens dans le cadre des conflits armés qui se vivent dans les régions. Mais le mois de février, nous avons recensé 2 points. Il est toujours important de rappeler qu'il y a des instruments qui protègent les femmes en tant que cibles. Les derniers instruments concernent la déclaration de la protection de toutes les personnes contre la torture et les principes relatifs aux moyens d'enquêter l'éducation. C'est important de rappeler que l'article 45 de la Constitution donne la liberté. L'article 45 de notre Constitution permet à ce que, et recadre même l'aspect juridique de nos droits en donnant une suprématie aux instruments internationaux à partir du moment où elles sont ratifiées. Donc, c'est vrai qu'on aime utiliser l'expression le Cameroun est un état de droit. Mais je pense que c'est le moment de donner tout un sens à cette expression-là en respectant les instruments que nous avons ratifiés. Je vous remercie. Merci Geneviève. Je vous rappelle que vous aurez toutes ces données à compartir quelques éléments sur le petit. Au mieux de vous parler en détail sur la page 3. I will call now Mrs. Percy to tell us about some pending cases that are still discussed and some of the major cases also that have been while going to work on the issue. Samuel, please, you have the floor. Morning, everyone, and welcome once more. I'm going to continue that line and I'm presenting just a brief reminder of the
prosecution of some pending cases to which light has not yet been brought to, either as a result of negligence by the government, who is not really committed to ensure that justice is rendered. We have the situation of the tension between the Bar Association and the government, the situation of the activists of MRC who were arrested on the 22nd of September 2020, the situation of 4 stand-up and Cameroon militants who were arrested on the 18th of September 2020, the massacre of students in Buka, those missing in the context of Boko Haram, and a brief overview of some cases that cause concern. We are going to look at the tension between the Bar Association and the government, and we notice that the lawyers have always complained and have written a complaint to the government expressing the humiliation they get when they are out to exercise their duty, either from the magistrate or from the police, and making it difficult to have access to their clients. And up to date, the present situation, what we have with respect to their complaints, we see that the government has not reacted and has not responded to their demand. They also had a problem that the bar president who was dead was not yet buried. He has been buried. Then there is also a problem of inefficiency of the law. There are so many gaps, so many lapses. The time limit for judgment takes too long. There is bias and all whatnot. And until today, nothing has been said about it. We look at the situation of those who are arrested in the context of MRC. In Cameroon, they say we have the right to do everything, just like what she was saying. What is right? We have the right to express our grudges. But in this context, the militants were not very happy, and they went to the street in a peaceful protest on the 22nd of September 2020, and they were arrested in 3 regions precisely. We have Yaoundé, they were arrested in Yaoundé, in Bafoussam, and in Douala, and they are in prison in these various regions. And as we speak today, the lawyers are not happy with the way the situation is being handled, because they have written a complaint that they don't want the present magistrate who is handling the case in Yaoundé to continue with that case, because they come to realize that he's handling the case with too much bias, and there is no justice that could be rendered to the victims. And up to today, they are still in jail, and they have been denied the access to be present in court while their judgment is going on, and that calls for concern too. We have the situation of 4 stand-up of Cameroon militants who were arrested on the 18th of September. There they are. They are Tama Etienne, Musa Bello, Miram Andong, Nana Collins. And Nana Collins is a member of stand-up, but was arrested in the context of the MRC on the 22nd. And Tede Mengu, they are still in prison up to today. They were arrested while they were retiring home after a normal Friday and Black Week they attended, and they were just picked up by the road. It is already 6 months. Normally, after 6 months, their pre-trial detention is over, and they either need to be judged or acquitted. But up to today, they have not been judged. Their case has rather been transferred to the military tribunal, where we are still waiting for the dates of judgment, because nothing has been said about that. We are going to go now to the context, those who have been missing in the context of Boko Haram. It is since December 2014, on the 27th, more than 200 boys and men were arrested, at least 8 were killed, 70 buildings were destroyed, properties were stolen, and some of the properties were destroyed. And this atrocious act was done by the military in Maleme and the far north region.
And according to Amnesty International in a report that was published on the 9th of March 2020, the government authorities up to today stands on the fact that they arrested just 70 persons. And out of that 70 persons who were arrested, 25 of them died on the first night of their detention. And up to today, we don't know where they were buried. We don't know the victims. Nothing has been said about them. The government has said absolute nothing about those 25 persons. Then the government also confirms the fact that 45 were transferred to Marwa Central Prison, and during their stay there, 3 of them died, and probably on the 17th of July 2017, 42 of them were released. We also have a case that calls for concern, the students who were killed in Cuba. We are all aware of what happened on the 24th of October 2020 at Mother Francisca College in Cuba, where 7 students were shot and others wounded, and those who were shot died. And the government actually, as usual, always gives us promises which have never been realized, announced that they were to assist the families of the victims. But up to today, we've heard nothing. Heard nothing about this assistance that they promised. The good news is the founder of the school, her husband, and the 4 teachers who were arrested are no longer in detention. But the question is, we are unclear on whether they will be prosecuted or they have been set free, because nothing has been said about it. No clear information has been given with respect to their situation. We'll have a brief review of some cases that cause concern. And we have the case of some prisoners whose rights have been violated. They are in prison, and yet in prison their rights are still being violated. We have the case of the former director of CRTV, Amadou Mamouke, who is incarcerated in the Central Prison, and his case has been adjourned for 60th time already. And he wrote an open letter addressing the national and the international community with respect to the overcrowded situation in prison. Especially, we know about the pandemic that is out, COVID-19, that is causing so much harm. People are dying. We don't even have centers to accommodate people. Yet, they are saturated, yet nothing is moving. And all this is because the system has made it in such a way that normally after you were supposed to be liberated from prison, they have to do that, but nothing is being done. They are there for no reason. And they promised us at the beginning of the pandemic that they were supposed to reduce the sentence of some criminals to liberate the prison. Why not even liberate those who are political prisoners, to give space, because they are there, they have not been judged, nothing is being done about it. We also have the case of Paul Chuta, a web journalist and a whistleblower who was detained for almost 2 years for defamation. According to the Cameroon law, it states that if you have been arrested for such a crime, you have 6 months maximum, but he's already 2 years in jail. And his case has been adjourned for the 23rd time. This was done on the 18th of March 2021. And he's there, the prison is congested, nothing is being done. And if they remove him and others, we see that we have space in the prison. We have the situation of violation of freedom of expression. We all heard about the situation of Professor Pascal Mesanga-Myanti, a member of the CPDM Central Committee, who had his opinion and gave it to the people, and on the contrary, the government instead called for him and interrogated him instead. And after the interrogation, he came out and said he was intimidated. He was
threatened, and they are giving him restrictions on what to say and what not to say. So that is the situation we found ourselves in. They say there is freedom of speech. If you are not comfortable with what someone is doing, you should express your mind, and he is not comfortable with how to express his mind, and that is what he receives as feedback. We have another pertinent issue, the forgotten crisis in the Adamawa region, which is affecting the north, part of the north and the east region. The north first has its crisis of the Boko Haram conflict, and this one is adding to it, making it a very difficult pill for people in that region to swallow. In 2013, the Central African rebels, in complicity with the Cameroonian bandits and the armed group from Chad and Sudan, have raged that part of the region and carrying out kidnappings, killings, raping, seizing of livestock from people, demanding of ransom. And the security there is very, very low. The Cameroon government has it's not communicating about the situation on what is really happening there. So that is what is. And now we are going to see some factors that aggravate the situation in this region. We have the porous nature of the borders separating Cameroon and other neighboring countries. There is no security. Anybody comes in and goes out without any control. And the corruption system, so at that level, you bribe and you cross, you do whatever you want to come out. You have the intercommunity conflict within the people. You have the level of unemployment in that region, just like in the Far North region, is very high. And this is one of the root cause that makes the crisis to keep growing. The rebels come and recruit those young ones and involve them in such atrocity. Promiscuity in that region keeps growing and nothing is being said about it. Some consequences of this insecurity in this region. According to the Association of Social and Cultural Development of the Bororo, between 2015 and 2019, more than 300 Bororos were taken hostage. 70 of them were killed. 30 of them were successfully rescued by the military. 20 of them recovered freedom after paying a ransom, 200 rather, after paying a ransom of 2 billion CFA franc, which is almost equivalent to 3 million euros. And livestock have been, a percentage of livestock in that region has really dropped because that is one of their main source of income. They are into livestock and all whatnot. Thousands of them are internally displaced, and the schools there have been closed, and the school year too has been disrupted. The violence there keeps growing and growing, and human rights violations is constant in that environment. But the most common violence that we could be able to identify after discussing with some of the people from that region and with some findings, we discovered that killings, attacks, kidnappings for ransom, robbery, and rape are the main violence that is being done, carried out in that part of the region. The violence is also accompanied by some other human rights violations, such as repression from the rebel group, extortion, forced detention still from the rebel group, torture, and conditional threats. And this we could not identify, we could not get concrete information on the parts of the government or the military in this. So this we have is just from the part of the rebel. We don't have more evidence for that of the military. Then the people who are into these acts are the non-armed state group and some of the military who are there to secure the people. They are involved in this. Some developments on the situation is
presently the government is communicating very little about the crisis in this area, and we have no statistics about what is really happening, the violations that is taking place in this area. At the beginning, the military actually deployed some military, the government actually deployed some military who went there, and there was some success. It was calm, everything was almost okay. But with the corruption system in Cameroon, and there, since there is no control, when they are taken there, they are left onto themselves, they take decisions within themselves, and there is no control. Since 2020, December, we begin to see the rebirth of the violence that is coming again. And the people there are not, they don't have confidence to the military because they have been involved in corruption and conspiracy with the other people, and they don't trust them, they don't trust their credibility, and that is what is happening even in the northwest and the southwest region. Majority of these people who were living in the Adamawa have left, they have migrated, and it's difficult for them to survive in another part of the country. Most of their livestock have been taken away, they have lost their livestock, and they are just there. Life becomes more and more difficult. And what we are expecting is that the government should actually do something with respect to this place, to this region, because it really calls for urgent action. If not, we are going to find ourselves in another crisis, whereas we've not been able to solve that of the north and the southwest, that of Boko Haram, and this one is coming up, then it will be very difficult. It's going to have an impact in the economy and every other aspect. And the question is, we have heard all this, we as Cameroonians, and so much is going on, our country is sinking. My question is that I ask myself, and I'm saying that let us all ask ourselves, should we fold our arms and let our country continue to sink in violence and injustice? If the answer is yes, if your answer is yes, then you stay. But if your answer is no, let us all engage in the fight to preserve our nation. Let us all be involved to save our nation. Thank you. Thank you very much. Merci. Vous aurez constaté que le travail qui est fait sur le terrain intègre toutes les situations où les droits de l'homme sont privés, quels qu'ils soient. Le droit à l'alimentation, le droit à l'expression, le droit à la santé, le droit à la liberté, le droit à la vie simplement. Vous voyez que ça touche dans tous ces domaines. Et comme elle pose la question, est-ce qu'on croise les bras et on reste tranquille? Et je vais passer la parole donc à Franck Essi qui va dire quelque chose brièvement sur la situation du Covid au mois de mars, avant de passer aux recommandations effectivement qui sont naturellement formulées à la fin de ce travail comme celui-ci. Franck. Merci. Merci à tous. Merci pour la parole avant moi. Donc, comme tu l'as dit, tu seras très bref parce que c'est juste pour donner un aperçu du travail qui a été fait et pour indiquer que la résurgence de la maladie qu'on observe depuis la fin de 2020 et le premier trimestre de cette année engendre aussi des situations qui augmentent les violations des droits de l'homme. Vous avez suivi, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest pour augmenter la répression et justement mettre les populations dans des situations difficiles. Mais nous, tout au long du mois de mars, nous avons observé au niveau des centres de santé que, en fait, ce qui est une menace au droit à la santé, à l'accès à la santé, c'est l'inorganisation, malgré les discours l'insuffisante mise en place d'un système de nation récente qui ont été entre l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et le gouvernement. On aurait vu aussi les personnels de santé dans les manifestations parce que jusqu'à ce jour, ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Donc on observe concrètement dans les centres de tests qui manquent de tests,
même les mesures dans les centres de testing, de distanciation sociale ne sont pas appliquées, qui fait en sorte que les gens sont plus exposés en réalité. Tous ceux qui veulent voyager, tous ceux qui veulent avoir des tests. Et on a aussi tenu à rappeler que c'est cette mauvaise gestion, par exemple, il y a 7 mois de salaire non payé, c'est un personnel des centres spéciaux mis en place qui font en sorte que la réponse peut être à la hauteur. Donc, nous avons promis que dans ce rapport, il y a les premiers éléments de cette enquête, mais dans les mois qui suivront, on va aller un peu plus en profondeur. C'est juste un très petit aperçu, parce que dans le rapport, l'innovation aussi de ce mois de mars, c'est que, en dehors de ce qu'on appelle les domaines d'action urgents, où il faut s'améliorer en tant qu'État, en tant que force de sécurité, force armée, on a tenté de proposer des recommandations très pratiques chaque fois. Et ces recommandations très pratiques-là portent notamment sur les violences qui sont faites sur les civils, parce qu'on observe que, aussi bien dans l'extrême nord, dans la Damawa, que dans le nord et le sud-ouest, il y a une technique de ce qu'on appelle punition collective indiscriminée lorsque les forces de défense et de l'ordre soupçonnent que dans une zone en particulier, il y a des groupes armés, il y a des bandits qui ont sévi. Et ça engendre d'autres injustices qui radicalisent les jeunes et les font basculer justement auprès de ces groupes armés. Il y a la question de la détention des gens qui ne respectent toujours pas les lois camerounaises. Les gens continuent à être arrêtés, leurs droits ne sont pas respectés, droits de conseil, possibilité justement de ne pas répondre, les gens continuent à être torturés, et sur ça aussi, nous avons fait des propositions concrètes pour que un certain nombre de mécanismes soient mis en place pour mieux appliquer justement les lois que le Cameroun s'est lui donner. Donc les recommandations portent aussi bien sûr sur les dossiers qui ont été évoqués ici là, et sur lesquels nous continuons à faire la veille. Il y a plein de dossiers où il y a eu des massacres, il y a eu une grave violation des droits humains, et sur lesquels le gouvernement, s'il n'y a pas de pression continue, ne va jamais faire la prière. Donc dans ce rapport, on en a rappelé quelques-uns, et on a dit un peu, de façon concrète, qu'est-ce qui peut être fait par l'État pour nous aider à avancer sur ce sujet. Bien sûr, pour les groupes armés, bon, c'est un cas c'était qui, par définition, ne souscrivent pas à nos charges, à nos valeurs, etc. Donc pour ceux-là, je pense par exemple au terrorisme de Boko Haram, je ne suis pas sûr qu'on peut leur commander quelque chose de pertinent. Mais pour d'autres qui se revendiquent un peu de revendications socio-politiques, qui semblent vouloir se battre, dit-on, pour la justice, pour les populations, nous disons qu'on requiert les mêmes éléments et il y a une démarche qui respecte les droits humains en cessant la violence vis-à-vis des civils, des autorités, des agents de l'État et surtout en mettant à disposition de la justice internationale ceux d'entre vous qui sont impliqués à avoir commis un certain nombre de massacres et en contribuant aussi à ce que les enquêtes puissent être faites, puisque nous appelons que c'était cas des enquêtes internationales. Donc il y a des recommandations, c'est avec quelques suggestions pratiques. Alors, pour ce qui est des pays amis et des organisations internationales, un des messages clés, c'est qu'il faut continuer à soutenir les efforts qui permettent à ce que la discussion sur les droits de l'homme, la discussion sur la situation du pays, soit basée sur les faits, soit basée sur les évidences. Donc, ça veut dire que des études, des enquêtes, des sondages, tout ce qui permet d'évaluer réellement sur le terrain la situation, si ça entre aussi dans votre mandat, ça entre dans le cadre des conventions et des partenariats qui vous lient à l'État du Cameroun. Il faut continuer à les soutenir, donc soutenir les efforts de documentation, soutenir les campagnes d'information et de formation sur les droits humains. Parce que ce que nous découvrons aussi, ce n'est pas seulement les professeurs de l'université, comme disait dans la qui disent que les droits de l'homme, il n'y a pas de problème de droits de l'homme au Cameroun. Ce n'est pas seulement les leaders d'opinion, il y a une très grande ignorance de ce que c'est que les droits de l'homme au Cameroun. Les gens ont l'impression que c'est quelque chose qui nous vient de l'Occident. C'est quelque chose qui, à travers lequel on veut nous imposer une vision du monde, sans savoir qu'en fait, nos États aujourd'hui se sont appropriés ces droits et ça constitue même l'oxygène de la vie nationale. Donc il y a toujours un gros effort à faire en matière d'information, formation des acteurs clés. Et bien sûr, il y a dans la vie quotidienne un harcèlement qui pèse sur les défenseurs des droits de l'homme, sur les activistes, sur les militants, sur tous ceux qui ont une opinion dissidente. Et nous pensons aussi que dans le cycle
cadre des lois qui nous lient justement au gouvernement du Cameroun, vous pouvez appuyer les efforts qui visent à baisser ce harcèlement-là. Et bien sûr, vous pouvez aussi soutenir à la mise en place de ce qu'on appelle des mécanismes de suivi, d'évaluation, de sanction et de correction des dysfonctionnements qui sont observés dans différentes structures telles que la justice, telles que les forces de police et de l'ordre, et qui seraient des avancées concrètes en matière de droits de l'homme. Donc il y a plusieurs projets, plusieurs initiatives qui sont conçues, qui sont initiées par les Camerounais, et nous pensons que dans la mesure où ça s'inscrit dans les conventions qui nous unissent tous, elles peuvent être soutenues. Alors, nous pensons aussi à nos amis de la société civile et journalistes. Et c'est une des raisons de cet exercice. Le maître mot, c'est la mutualisation. Le maître mot, c'est la synergie. C'est-à-dire que ce que nous observons aussi, qui est un facteur qui permet à cette situation de continuer à prospérer ou à diminuer très faiblement, c'est le fait qu'on ne travaille pas en bonne intelligence. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme si la question des droits de l'homme, c'est seulement l'affaire de Mme Paris. Ce n'est pas son affaire. Jusqu'au jour où il se trouve arrêté, il se rappelle que Mme Maïs existe. Il a besoin d'elle. Donc nous disons qu'il y a un travail à faire au niveau du suivi et de la documentation des violences. On peut le faire ensemble, on doit le faire ensemble. Certains d'entre vous contribuent déjà dans ce rapport, mais beaucoup estiment toujours que ce n'est pas leur travail. Il y a une mutualisation qui doit se faire dans l'information et la formation. Qu'elle ne soit pas sporadique. Moi, je vois par exemple qu'on accorde beaucoup d'importance quand c'est l'ONU qui dit quelque chose, Amnesty, Human Rights Watch, mais il y a beaucoup d'acteurs locaux aussi qui font un excellent travail, d'ailleurs qui est repris par l'ONU, Amnesty et Human Rights Watch, mais qui, quand ils le présentent, ce n'est pas répercuté. Donc là, il y a vraiment entre nous, Camerounais, dans ça. Donc on ne peut pas en même temps dire qu'on ne peut pas la coordination, et nous-mêmes, on ne se comporte pas comme des gens émancipés. Ça commence à accorder de l'importance à notre propre travail. Et bien sûr, il y a un travail de plaidoyer sur lequel on peut s'améliorer tous, et bien sûr de protection. Donc nous avons des suggestions très concrètes dans le rapport de mars, où on dit même jusqu'à aller dans des émissions dédiées, des émissions d'éducation sur les droits, et des journalistes spécialisés dans le suivi et l'évolution de certains dossiers, comme on peut le voir dans certains grands médias spécialisés. Et bien sûr, on termine toujours par nous adressant aux citoyens ordinaires, parce que la force de l'État, c'est la qualité de ses citoyens. Et nous avons dans nos organisations, à ce notre programme, comme dans notre organisation, des outils, des formations gratuites. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Nous sommes ouverts à continuer à vous former, à vous accompagner pour qu'ensemble, on puisse faire avancer la cause. Et dans les mois à venir, il y aura des campagnes qui seront lancées. On souhaite que vous soyez nombreux à être actifs avec nous pour qu'ensemble, on puisse faire notre pays un pays qui respecte les lois et les principes de ce pays. Merci. 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 La présidente, merci. Et merci également pour votre attention. Nous allons passer à l'étape des échanges. C'est-à-dire que vous avez la possibilité maintenant de poser des questions pour comprendre davantage ce qui n'a pas été bien compris. Et surtout, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a été passé? Monsieur le journaliste, le haut commissaire n'est pas en telle partie. C'est lui qui a fait le rapport. Je sais qu'il est venu comme la passe. Il a assisté à. Excellent. Je comprends. Good job. Bien, allons-y. Non. Je disais que pour le moment, on peut passer aux échanges. La parole à qui voudrait la prendre, elle va durer 15 minutes, pas plus, parce que on va rattraper le temps également. Oui, Hervé. Bonjour. Je suis Rodrigue Chouba, je réponds pour le quotidien Le Messager. Sandro Cameroun est à son 3e rapport. Et à l'issue de chaque rapport, les recommandations sont adressées spécifiquement aux autorités
temps au troisième rapport, est-ce que les recommandations qui ont été adressées jusque-là, est-ce que Stand-up au Cameroun a eu des feedbacks, des retours, du moins vous avez eu des réactions de ces recommandations jusque-là? Merci pour la question. Il y a tout un feedback jusqu'ici par rapport aux recommandations. Deuxième question. Oui, c'est vrai que je ne vois pas faire. Oui, vas-y. Ok, le temps est chaud. Depuis l'Afrique Info. La première question, c'est un rapport de monde à venir. Monde à venir fait un travail spécifique depuis un temps. Et on a du mal à le classer. C'est un activiste de la société civile. C'est un acteur engagé pour la défense des droits humains. Alors, j'aime pas les droits de l'homme, c'est un peu. Parce que quand on est humaniste, je pense qu'on devrait se rebeller par rapport aux violences, à la misère, etc. Donc, pas le droit humanitaire. Est-ce que stand-up, est-ce qu'un monde à venir se présente uniquement comme un rappel, quelqu'un qui rappelle juste les devoirs des uns et des autres? Ça, c'est la question par rapport à un monde à venir. Maintenant, par rapport à M. Franck ici, je sais pas, on n'a pas la même lecture. Parce que, justement, vous avez dit que les journalistes ne vous accompagnent pas. Justement, quand vous faites une présentation comme celle-ci, avec un constat qui ne tient pas compte du contexte, nous, on peut souvent avoir, vous m'envoyez souvent, j'hésite de publier parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine manipulation. Parce que quand vous voulez faire un travail, il faut le faire dans le fond. Le fond ici, c'est tenir compte du contexte. Le contexte en matière de Covid, c'est qu'il y a une manipulation internationale. Si, il y a une manipulation internationale à la base, puisque vous avez une promotion du vaccin, mais puis dans le fond, vous avez des pays qui sont à 40% de vaccination, mais qui ont vu la courbe d'infection tripler. Donc, vous avez des solutions endogènes que vous-même, vous n'encouragez pas. Je n'ai pas vu dans votre présentation dire, par exemple, qu'on ne tient pas compte des solutions endogènes. Comment vous voulez que moi qui suis observateur, peut-être moins averti, puisque vous y êtes au quotidien, moi, en partie au quotidien, je puisse forcément prendre à la lettre ce que vous m'envoyez. C'est ça le problème de Gênes. Si on veut faire un travail, on le fait dans le fond, en tenant compte de tous ceux. Il n'y a pas que le gouvernement camerounais, il n'y a pas que les démons. Il y a aussi des aspirants ou bien des anges en puissance. Donc, si vous tirez seulement sur le gouvernement camerounais, vous ne tirez pas sur ceux qui biaisent l'information, sur ceux qui manipulent l'information. Comment voulez-vous que moi, sur la base d'un certain nombre d'éléments que j'ai aussi et qui m'imposent naturellement une réflexion dans le fond, une remise à cause de tout ce qui est dit ou de tout ce qui est donné, comment voulez-vous que je prenne votre rapport? Il y a des faits, il y a des faits. Je dis que tout ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Puisqu'il y a dans les situations que vous donnez une certaine manipulation que nous, on a déjà constatée. Au début du Covid, on est sur une deuxième vague qui dépasse tout le monde. Au début du Covid, il n'y avait pas de malade, mais les gens disaient, c'est-à-dire qu'on faisait un rapport comme vous faites là avec le médecin. Et son délégué disait, les lits sont occupés à 80%. Nous, on allait sur le terrain, on voyait à 20%. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il payait les gens qui allaient venir se coucher. Et que puisqu'il y avait de l'argent, ils allaient prendre l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous allez les approcher, ils vont vous dire ce qu'ils vous disent. Vous prenez pour argent comptant. Moi, j'étais sur le terrain, je ne vais pas le prendre pour argent comptant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je disais, il faut faire un travail dans le fond et citer tous les acteurs. N'ayez pas peur de citer les acteurs internationaux qui ne font pas aussi là ou qui manipulent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que vous allez envoyer les rapports, on va lire, et on va dire, OK, on laisse à côté. Et donc, la question finale, c'est laquelle? La première question, c'est comment on a venu là. La deuxième, c'est pourquoi il ne cite pas tous les acteurs manipulateurs ici. Il cible uniquement les gouvernements, c'est ça qu'il s'agit.
Merci. Merci. Deux questions donc. Une troisième avant qu'on ne passe aux réponses. En attendant, on peut y arriver. Ça, la première question, Bon, pour la première question, il a demandé si, if actually we've had some feedback from our recommendation, right? Well, I would say in the part of the government and the armed groups, armed separatists, we've not had any feedback. But we go for advocacy visits, we carry out advocacy with the government and some international organizations. But on the part of the international organizations, they are very, very okay and are ready to work with us, because one of our recommendations is how we can work together to improve on the situation on which we are in our country. And so they are open, they are ready to work with us. But with the government, we've not had any positive or whatever. It's a normal phenomenon. Oui, Geneviève. Je vais compléter sa réponse en disant que le groupe de travail organise des missions de plaidoyer à la suite de chaque conférence de presse tout le mois. Et donc, nous avons déjà eu un rencontré de l'UNEF à qui nous avons présenté le rapport et le groupe de travail qui a été discuté. Ils ont pris acte de cela. Maintenant, concernant les organisations internationales, nous en avons rencontré plusieurs, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les ambassades et les diplomates, etc. Donc, un feedback concret, non, nous n'en avons pas encore concrètement, mais ils sont déjà informés de l'existence du groupe de travail et des rapports mensuels qui se font chaque mois. Merci. La question, c'était un monde d'avenir qui a été appelé, qu'on sache exactement pour qui l'euro. Nous avons cet rapport du monde d'avenir parce que nous avons le rapport. Nous avons le rapport 2020 sur, si vous voulez, d'abord, le transmettre sur les relations de la communauté. C'est un groupe de travail qui essaie de coordonner la réunion des mondes d'avenir, mais ce n'est pas un intérêt spécifique pour les mondes d'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent pour l'élaboration de ce document, de ce travail, en faire ce travail. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que vous avez des réponses à vos questions. Moi, je suis un citoyen camerounais qui s'active quotidiennement à construire une société juste, une société solidaire. L'ONG Monde Avenir est une organisation qui travaille sur des thématiques des droits de l'homme et la démocratie. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc tout ce que vous avez dit là, activistes, défenseurs, acteurs d'alerte, peut-être que tout ça se mélange. Voilà. Donc, maintenant, c'est pour la première question. Je voudrais, nous avons dit depuis le mois de janvier que nous sommes dans un processus. Et ça, je voudrais que les journalistes puissent bien comprendre. Et là encore, on comprend très bien qu'il va y avoir un travail qu'on va mettre en place pour que vous soyez mieux édifiés sur les processus de transformation sociale. Nous envisageons construire, n'est-ce pas, une synergie avec tous les acteurs pour faire reculer les violations de droits de l'homme. Donc c'est tout un process. Il ne s'agit pas de commencer et d'avoir un feedback le lendemain. Non. Nous connaissons notre contexte. Nous connaissons là où nous sommes. Nous connaissons notre pays. Nous connaissons nos gouvernants. Le travail que nous faisons tous les mois, d'aller vers les gouvernants, pour les rencontrer, pour nous assurer qu'ils ont bien reçu notre rapport. C'est pour que demain, vous les journalistes, vous ne dites pas pourquoi vous n'êtes pas d'abord allé voir le gouvernement. Est-ce que vous êtes au courant de votre action? On va les rencontrer pour ça. Mais ce n'est pas pour que le lendemain, il n'y ait plus de violations de droits de l'homme. Pour qu'il n'y ait plus de violations de droits de l'homme, il va falloir que vous, journalistes, vous vous engagez. Ce n'est pas parce que le groupe de travail va aller déposer, voir même le président de la République, le lendemain, il va non. C'est un système qui est en place. Ce n'est pas sur la base d'un rapport que le système va capituler. C'est sur la base d'une action collective et citoyenne qu'on va faire bouger une ligne.
Nous ne vous avons jamais dit que le groupe de travail, si seul à seul là, va faire qu'il n'y ait plus de violations de l'homme au Cameroun. Non. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous espérons que vous qui ne croyez pas qu'il y a des violations graves de droits de l'homme, vous allez nous rejoindre. Au fur et à mesure qu'on va avancer, et on va être plus nombreux. Et donc l'action va être plus importante. Donc on va créer le rapport de force nécessaire pour que les choses bougent. Ça fonctionne comme ça, et seulement comme ça. Donc il faut que les journalistes comprennent que nous sommes en train d'engager une action. Et vous devez prendre conscience de la vérité. Ce que nous présentons ici, si quelqu'un lit le rapport, trouve une contre-vérité, qu'il vienne nous rencontrer et qu'il nous dise ça c'est dans le rapport, c'est pas vrai. Nous vous mettons au défi. Ce sont des faits. Donc nous n'inventons rien. Il n'y a pas de commentaires là. Ce sont des faits. Et je vous garantis que dans les semaines ou mois à venir, nous allons progresser. La progression va être de ne pas seulement vous présenter les violations des droits de l'homme, mais c'est aussi vous dire qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme. Voilà. Quels sont les instruments ratifiés par le Cameroun? Quelles sont les obligations du Cameroun en cette matière? Donc nous allons évoluer un petit peu pour que nous soyons au même niveau de la compréhension de l'action. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des petits soucis et nous sommes bien conscients de cela. Donc on va évoluer petit à petit pour qu'on arrive à comprendre où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on y va, n'est-ce pas, dans ce sens. Merci Philippe. Franck, est-ce que je vais peut-être profite pour faire prolonger le plaidoyer de tout à l'heure. Je crois que je ne dis pas déjà dit qu'il ne s'agit pas pour vous. On demande de mutualiser, travailler ensemble, de prendre à la lettre ce que nous disons, puisque vous craignez d'être manipulé. Vous nous donnez trop de pouvoir. Donc nous faisons un petit travail qui consiste à dire à tel jour, telle heure, voici quel incident qui est survenu, voici en quoi il n'est pas conforme à telle disposition de la loi camerounaise. Et donc, voici la proposition que nous faisons pour que ça n'arrive plus. Voilà ce que nous faisons comme travail pour résumer. Et nous pensons qu'il n'y a pas de pays, s'il n'y a pas de loi, que respectent aussi bien les gouvernants que les populations. Donc, c'est normal que dans un pays, il y ait des groupes comme nous qui existent pour dire, par rapport à l'ensemble des lois que nous nous sommes données, où en sommes-nous dans l'application? Qu'est-ce qui est bien fait? Qu'est-ce qui est mal fait? Et comment on fait pour s'améliorer? Donc, c'est ce qu'on demande de faire. Et ça fait, c'est sur ce prisme-là que nous disons que, en tant que citoyens, on peut travailler ensemble. Et ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'on cherche sans succès à rencontrer plein d'autorités étatiques pour les engager dans ce travail. Pour qu'elles-mêmes, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est, avec nos propres investigations, on ajoute aux investigations des autres institutions, de présenter la vue d'ensemble. Donc, dès le départ, on nous a dit tout ce qui est révélé là, on indique les sources de chaque information. Ce n'est pas notre seul travail. Donc, on valorise même le travail fait par d'autres personnes que nous. Donc, il y a des sources qui sont dans ce rapport, qui sont des journalistes. Et je reviens sur ce que vous avez dit. On a dit, certains journalistes ont commencé à le faire. Malheureusement, ce n'est pas les plus nombreux, ce n'est pas les plus influents. De nombreuses informations que nous avons, c'est grâce aux journalistes. Et nous pensions que si c'était quelque chose qui était largement partagé, alors on aurait une photographie de la situation beaucoup plus réelle. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour le Covid, simplement, moi, je ne vais pas entrer dans les débats ici. Vous me posez la question, pourquoi on ne cite pas toutes les sources manipulatoires? Je ne suis pas dans les débats. L'objet de ce rapport, ce n'est pas de dire est-ce que oui ou non, le Covid existe, la façon dont on en parle, les différents acteurs, c'est vrai ou pas. Ce n'est pas ça la question. Dans nos lois, on dit que chaque citoyen a droit à la santé. Il y a une pandémie qui survient, le gouvernement de notre pays dit que ce sera gratuit. Donc ce que nous faisons, c'est qu'on va voir si les gens ont droit à la santé et si c'est gratuit. Et on observe qu'en fait, il y a une inorganisation qui fait donc que ce n'est pas vrai. Donc le droit à la santé n'est pas respecté. Et pourtant, on allait s'endetter collectivement, c'est-à-dire que ces gens s'allaient endetter en notre nom à l'international pour pouvoir bien gérer ça. Est-ce que le rappeler, le signifier, c'est vouloir vous manipuler? Donc, à un moment, je crois qu'il faut savoir séparer les débats. Il peut avoir, certes, vos convictions que peut-être
il y a Big Pharma, il y a des capitalistes qui veulent manipuler le monde, qui veulent éradiquer la population africaine, etc. Mais il y a l'autre réalité qui est qu'au quotidien, on prélève votre argent pour soi-disant faire fonctionner l'hôpital. Vous arrivez à l'hôpital avec votre enfant malade, vous ne pouvez pas vous soigner. Big Pharma et machin fait quoi là-dedans? On n'a pas pris son argent. Est-ce que tu n'es pas en train de dénier le soin là? Et tu vas faire quoi? Parce qu'il y a Big Pharma, tu n'as pas parlé. Donc il faut savoir séparer. Et c'est un rapport sur les droits humains. Si vous voulez dans le rapport politique du CPP, sur ce qui passe à la politique de santé au Cameroun, si vous êtes chaud, même demain, on se retrouve, je vous expose nos 45 propositions en matière de santé. Merci, Franck. Je crois que c'est assez clair pour ceux qui n'avaient pas bien compris. Évidemment, les questions qu'ont posées le confrère montrent très bien que, quand il a dit tout à l'heure qu'il y a un problème sérieux de forme, il y a un travail de sensibilisation qui doit se faire davantage au niveau des journalistes qui sont le relais, qui devraient eux aussi pouvoir parler de ce qu'ils savent, comprennent et intègrent aux autres pour être un peu plus convaincants. Parce que si le journaliste, lui, à son niveau, n'est pas déjà bien convaincu de ce qu'il va dire. Et j'ai aucune chose, c'est un allié. Parce que pour le rapport d'Alfred, je vais aller vers lui, puisqu'il a enquêté, il a vu qu'on fabrique des photos d'occupation des maladies. Donc, je vais documenter ça. J'espère que vous n'allez pas me manipuler quand vous allez me donner cette information. Surtout pas. Une autre série de questions, la dernière, s'il y en a encore.